my heart I must be true. Oh, you're the one that I want. The one that I want. The one that I need. If you're feeling some affection that's too hard to convey, meditate in my direction, baby, feel your way. Better shape up, 'cause you need a man, and my heart is set on you. You better shape up, you better understand. To my heart I must be true. I've got chills, they're multiplying, and I'm losing control, 'cause the power you're supplying is electrifying. Better shape up, 'cause you need a man, and my heart is set on you. You better shape up, you better understand. To my heart I must be true. You're feeling some affection that's too hard to convey, meditate in my direction, baby, feel your way. Better shape up, 'cause you need a man, and my heart is set on you. You better shape up, you better understand. To my heart I must be true. Oh, you're the one
they're multiplying, and I'm losing control. 'Cause the power you're supplying is electrifying. You better shape up, 'cause you need. Bonjour, donc nous allons démarrer la table ronde sur le sujet des dons alimentaires, de la réglementation Texinco, notamment sur les allergènes. Nous aurons autour de la table Monsieur Duc, de la Fédération des banques alimentaires, Monsieur Pédron de la PHP, Monsieur Bertrand de la DGCCRF et Madame Rémi Liorast de l'AFDIAG. Tout d'abord, avant de commencer, je vais laisser les interlocuteurs se présenter leurs associations, leurs thématiques. Monsieur Duc, on commence par vous. Oui, allô. Bien. Joël Duc, je suis responsable hygiène, sécurité des aliments et développement durable au sein de la Fédération française des banques alimentaires. Les banques alimentaires, c'est 102 antennes ou banques qui annuellement distribuent 100 000 tonnes de denrées qui sont récoltées gratuitement. Parmi ces 100 000 tonnes, 63 000, donc plus de 60%, sont sauvées de la destruction. À savoir, ce sont des dons de la part des industriels, de la part de la grande distribution, de la part de la restauration collective en quantité beaucoup moindre. Mais ces 63% sont une réalité, une vraie réalité sociétale. Et elles vont concerner en fait plus d'1,8 million personnes qui vont être accueillies au sein de plus de 5000 associations ou centres sociaux. Tout ça représente environ 200 millions de repas par an. Et donc, il y a bien une réalité, contrairement à ce que l'on a pu entendre ici et là sur les dons. Actuellement, près de 2000 magasins sont tous les matins recueillis par des bénévoles qui font de ce qu'on appelle la ramasse de dons alimentaires qui vont être donc redistribués. Alors, cette réalité des dons, donc, on l'aborde sous plusieurs volets. Un premier volet, bien sûr, qui est la sécurité sanitaire des aliments. Et c'est notre première préoccupation, puisque au bout de la chaîne, on a certes des personnes en difficulté, démunies, mais qui sont avant tout des citoyens, des consommateurs, qui ont des exigences. Et parmi ces exigences, il y en a une qui est implicite, qui est la sécurité des aliments. Alors pour cela, on a beaucoup évolué, beaucoup travaillé, en particulier sur la rédaction d'un guide des bonnes pratiques, qui définit en fait toutes nos exigences, depuis la prise en charge des produits jusqu'à leur distribution. Alors il y a bien sûr une action forte en termes de formation auprès de nos bénévoles et salariés. Le deuxième volet du don et de la distribution du don, c'est l'équilibre alimentaire. On a une vraie opportunité là de formation, mais également d'obligation de se rapprocher d'un certain équilibre alimentaire. Il fut quelques années, l'aide alimentaire était la vision, l'homme dans la rue, à qui on distribue. Bon, on sait maintenant que le paysage des personnes en difficulté est tout autre et qu'au fil des années, cette aide est devenue, pour certains, leur seule source de nourriture. Donc en fait, la distribution de pâtes n'est pas du tout d'actualité, mais c'est bien de se rapprocher au plus près de l'équilibre nutritionnel et donc de varier nos sources d'approvisionnement, notamment en produits en base protéique, notamment en fruits et légumes. Et donc toute notre action va être de prospecter pour ce meilleur équilibre. Le troisième volet de cette approche, c'est l'accompagnement. Quand on voit certaines images de récupération de denrées dans des poubelles ou sur le trottoir de donner de denrées, notre approche n'est pas du tout celle-là. Il y a une vraie approche sociétale d'accompagnement. L'alimentation, c'est un vrai vecteur de lien social. Et donc, nous tenons
par donc ces formations à la nutrition ou bien des ateliers cuisine, des ateliers pédagogiques, à vraiment renouer un contact et à recréer du lien à travers l'alimentation. Alors, les allergènes dans tout ça, hein, on en parlera, mais c'est bien à travers un volet d'information qu'on est directement concerné par ce sujet. Denis Pelleron, moi je suis le référent restauration à la Direction Générale de l'Assistance Publique Hôpitaux de Paris. Donc l'Assistance Publique Hôpitaux de Paris est un établissement public de santé qui regroupe aujourd'hui 39 hôpitaux, 13 groupements hospitaliers. Nous produisons 32 millions de repas par an, environ 80 000 repas par jour. Donc si je suis ici, c'est pour vous dire un petit peu comment nous, on a abordé le fait de cette nouvelle réglementation INCO et comment nous la mettons en place sur deux grands aspects, l'aspect patient et l'aspect autres consommateurs, qui sont bien sûr nos personnels, les enfants dans les crèches, les centres de loisirs, les SAMU, etc. etc. Voilà, puisqu'on a aussi deux approches différentes, une approche d'information auprès des consommateurs, mais aussi une approche de prise en charge médico-soignante des allergies de nos patients sur ce sujet-là. Voilà. Donc on a deux sujets, nous, sur les allergènes. Donc, Monsieur Bertrand, vous avez notamment travaillé sur le texte INCO, rédigé notamment le décret qui est sorti il n'y a pas très longtemps, le 17 avril 2015. Ce texte date de 2011, réglementation 1169-2011, mise en application le 13 décembre de l'année dernière. Je vais vous laisser parler de cette réglementation-là, puisque dans le texte INCO, il y avait pas mal d'éléments que chaque pays État membre pouvait choisir de mettre en place. La France en a choisi certains, que je vous laisse, deux notamment que je vais vous laisser aborder. Et ce qui serait intéressant, c'est de savoir depuis décembre 2014 à aujourd'hui comment ça a évolué, s'il y a déjà des retours sur l'application de ce texte. Nous, je dirais, professionnels de la restauration hospitalière, on pourra parler de ce qu'on a mis, avec, comme l'a dit Denis et moi-même après, on pourra vous parler de ce qu'on a mis en application, mais effectivement, venir au début à la mise en place de ce texte et puis la sortie du décret. Bon, je vais tout d'abord me présenter. Je suis Claude Bertrand, chef du bureau 4A, nutrition et information sur les denrées alimentaires. Voilà. Alors, on s'occupe de tout l'étiquetage alimentaire, y compris un sujet un peu particulier qui est les allégations nutritionnelles et de santé. Ça, on a sur donc, les produits alimentaires dans le cadre des campagnes publicitaires, etc. On est aussi on est un bureau de 16 personnes et on gère aussi les compléments alimentaires, la mise sur le marché, l'autorisation de mise sur le marché des compléments alimentaires. Bon, on a d'autres activités, mais bon, là je vais vous parler de l'étiquetage alimentaire. Donc, on a en octobre 2011 vu sortir, est sorti le règlement INCO, puisque nous participons aux négociations à Bruxelles et nous avons participé à sa négociation. Le règlement INCO devant normalement simplifier et améliorer l'étiquetage pour que le consommateur puisse faire ses choix, mieux faire ses choix. Voilà, alors c'était un texte, c'est le texte du 11, je vous le signale quand même. C'est le texte numéro 1169-2011, un règlement du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011. Je vous le dis quand même parce que, bon, qui prévoit globalement deux séries de dispositions. Il reprend les dispositions d'étiquetage qu'il améliore avec des ajouts, dispositions d'étiquetage de la directive 2013 qui constituaient, disons, les obligations dans le code de la consommation. Alors il reprend tout ça, il ajoute un certain nombre de choses. Bon, je ne vais pas m'étendre parce que ce serait... La lisibilité, par exemple, bon, on a donné une taille aux lettres pour que ce soit quand même plus visible, parce qu'on avait vraiment des problèmes avec ça. Bon, la deuxième partie, c'est l'étiquetage nutritionnel.
Alors, l'étiquetage nutritionnel, il y a une déclaration obligatoire, une déclaration nutritionnelle obligatoire. Alors, elle sera obligatoire à compter du 13 décembre 2016. Quant aux dispositions, comme l'a dit monsieur à ma droite, on a les autres dispositions d'étiquetage, normalement, sont déjà entrées en vigueur le 13 décembre 2014. Elles sont rendues obligatoires. Alors, parmi ces dispositions d'étiquetage, il y a une disposition tout à fait nouvelle qui, sur le non-préemballage. C'est-à-dire que le non-préemballage a toujours été le laissé-pour-compte en matière d'étiquetage. C'est-à-dire qu'on a, jusque-là, la réglementation s'était vraiment focalisée sur les préemballés, les produits préemballés. Et puis le non préemballé, bon, il y a des règles en matière de fruits et légumes, il y a un certain nombre de choses, mais il n'y a pas vraiment quelque chose de bien fini. Et notamment sur les allergènes. Autant sur les préemballés, les allergènes, vous les avez dans la liste des ingrédients et vous devez les mettre en gras ou en italique pour les identifier. Alors c'est les allergènes de la liste qui est... il y a 14 allergènes à déclaration obligatoire qui sont dans le règlement communautaire, l'annexe 2. Bon. Donc ces dispositions étaient obligatoires pour le préemballage, elles deviennent obligatoires pour le non-préemballage maintenant. Alors, disposition obligatoire avec une autre disposition obligatoire qui est la dénomination de vente. Bon, alors vous êtes moins peut-être concernés, mais les métiers de bouche, puisque le non-préemballage, au sens du règlement INCO, couvre toutes les professions. La restauration commerciale, la restauration collective, les traiteurs, charcutiers, bouchers, enfin, ça concerne tout le monde. La difficulté qu'on a tout de suite vue, c'était les variantes d'organisation et la mise en place d'un tel dispositif rendu obligatoire. Donc dénomination de vente plus allergène. Voilà. Donc on en est... Alors vous me poserez les questions que vous voulez. Hein, j'ai pas de... Nous avons sorti un décret le 17 avril. Nous avons essayé de viser tous les cas de figure, ce qui n'était pas évident, et notamment le cas de figure des hôpitaux ou des... Je disais des hôpitaux, c'est difficile parce qu'il fallait à la fois gérer les hôpitaux, les colonies de vacances, les EHPAD, toutes les organisations qui sont là pour servir des repas à des catégories de personnes, malades ou non. Et donc on a fait en sorte qu'on excluait ces organisations de l'indication des allergènes sur le produit, dans la mesure où, préalablement je dirais, à la prestation de service, eh bien, on avait demandé à la personne quelles allergies ou intolérances elle avait. Donc sur un document, évidemment, qui fait preuve et qui doit être conservé. Partant de là, ça demande effectivement une organisation particulière ensuite, parce qu'il faut gérer, surtout dans les grosses organisations comme les hôpitaux, mais c'était pour éviter quand même d'obliger l'étiquetage au niveau des patients dans les hôpitaux lorsqu'ils reçoivent le repas. Voilà. Alors, c'est utile ou pas utile, ça c'est chacun ou chaque organisation à mettre en œuvre ou ne pas mettre en œuvre cette disposition. Voilà. Mais pour tous les autres métiers de bouche, restauration commerciale notamment, ou les traiteurs par exemple, il faut qu'ils informent le consommateur et le texte est conçu de manière à... on explique que le consommateur doit être invité d'abord à connaître cette information obligatoire et que cette information soit accessible, lisible, à l'intérieur du magasin ou de l'établissement.
Voilà ce que je pouvais dire. J'ai certainement pas tout dit parce qu'il y aurait... C'est une aventure. Enfin, ce que je peux dire, c'est que depuis le 13 décembre, cette obligation est obligatoire, mais nous n'avons pas... On commence les contrôles. Sincèrement, on commence les contrôles. Ils vont commencer réellement en juillet, faut le dire. Et cette année est une année un peu pédagogique. On a voulu que ce soit une année pédagogique, alors même que c'est une obligation. Mais parce qu'on s'est rendu compte à l'issue du groupe de travail du Conseil national de la consommation sur le sujet, où j'avais prévu de rencontrer tout le monde. Hein, on a essayé d'avoir, et avec l'organisation Restoco, qui ne s'appelait pas Restoco à l'époque d'ailleurs, on s'était vu pour quand même échanger et savoir un petit peu ce qu'il y avait à en dire. Et donc cette année, on est sur une voie plutôt pédagogique et aussi un inventaire pour savoir un peu comment les gens s'y sont pris, notamment les magasins, les traiteurs, enfin, pour les... Alors, depuis le 13 décembre, ben, on s'est rendu compte qu'il y avait peu d'organisations, enfin, de restaurants ou de magasins qui avaient mis en œuvre la disposition. C'est un problème d'information. C'est un problème d'information. C'est le fait que j'ai eu une réponse simple de ma boulangère. Elle me dit on reçoit les papiers de l'organisation de laquelle elle dépend, mais elle n'a pas, comment dire, mais bon, ils n'ont pas le temps, quoi. Alors donc ils n'ont pas pris la mesure de tout ça, quoi. Voilà. Je suis désolée d'être là. J'ai l'impression que vous parlez que pour moi, ça fait très très bizarre. Et puis... Vous êtes deux. Oui, on est deux, mais c'est plus... Non, je plus, parle pour... Resto Je parle pour vous deux. Oui, oui. Non, c'est par rapport aux... Et effectivement, pour parler un petit peu au nom... Moi, je suis journaliste pour un support en restauration collective, notamment. Et effectivement, je sors d'une table ronde sur les déchets et on se rend compte d'une chose, c'est que les restaurateurs, notamment, enfin les cuisines, doivent faire face à énormément de réglementations et qui se complexifient même avec le temps. Et du coup, là, par rapport aux allergènes, effectivement, c'est une réglementation supplémentaire qui est c'est pas une réglementation supplémentaire. Elle existe déjà depuis 2005. L'obligation d'indication des allergènes depuis 2005 sur les denrées préemballées. Puisque vous avez dans la liste des ingrédients, maintenant avec un co, la mention des allergènes, elle est dans la liste des ingrédients, c'est obligatoire, et elle est mise en gras ou en italique, elle doit être bien identifiée. Voilà. Alors ça, c'est depuis 2005. Donc il était illogique d'avoir ça sur les denrées préemballées, et de ne pas l'avoir sur les denrées non préemballées. C'était l'objectif. Alors, l'objectif, c'est aussi d'informer les consommateurs intolérants et allergiques, puisque vous savez qu'il y a quand même, on peut le dire, depuis 1968, une explosion des allergies. Hein. C'est notamment les allergies respiratoires, mais également les allergies alimentaires. Hein, c'est pas anodin, c'est une vraie question. Hein. C'est une vraie question. Et au niveau communautaire, ils ont pris la mesure de cela et il y a eu des demandes et c'est pour ça que ce texte est sorti. Certes, c'est une complication supplémentaire, on est bien d'accord, mais c'est quand même très utile. On ne réglera pas la question des allergies par cette seule disposition ou ces seules dispositions. Mais en tout cas, c'est véritablement une information, je dirais, aux consommateurs vraiment, vraiment intéressante. Alors d'autant plus intéressante, j'essaie d'expliquer moi aux traiteurs ou autres que s'ils font bien le travail et l'indication, ça va leur donner des clients parce qu'il y a des gens qui
qui n'achetaient pas certains produits de peur d'avoir des œufs dedans ou des choses pour lesquelles ils sont intolérants ou allergiques. Voilà, c'est quand même pas neutre. Donc je ne me suis pas présenté tout à l'heure, Patrick Josien, responsable restauration, centre hospitalier de Bonneval, en psychiatrie dans l'Eure-et-Loire, référent en restauration santé pour Restoco. On parlait de freins, pourquoi c'est pas mis en application, enfin, ou pourquoi on n'en parle pas tellement. Je pense que Denis, tu vas pouvoir enchérir là-dessus. Personnellement, moi je l'ai appliqué ce texte, j'ai pas attendu la sortie de décembre. Sur mon self hospitalier, je l'ai appliqué dès le mois de février 2014. Ça a été généralisé à ma production hospitalière de plats cuisinés pour le 13 décembre, là, on était prêts. Mais ça veut dire qu'en amont, bon, je peux dire que j'étais un peu privilégié parce que j'ai travaillé notamment avec M. Bertrand pour l'application de ce texte, pour la restauration collective. Donc il fallait aussi quelque part qu'on montre l'exemple. Mais aujourd'hui, on est encore obligé d'aller chercher l'information. Non, mais la restauration collective, d'une manière générale, est le bon élève. Et le bon élève, bon, parce que les responsables veulent absolument être informés de tout ce qui se passe et ils ne peuvent pas se permettre non plus de ne pas savoir qu'il y a cette nouvelle disposition, c'est clair. Alors, j'avais le choix au départ. Soit je disais, bon, on va faire de la pédagogie 2 mois et ensuite on va faire du répressif. Mais j'avais mesuré, et je ne me suis pas trompé, que ça allait poser problème. Bon, ils ont eu vent aussi parce que bon, on a fait dire au ministre qu'il fallait... le ministre voulait aussi que ça rentre en vigueur tranquillement, alors même que c'est une obligation communautaire qui existe, comme je vous le dis, depuis le 13 décembre. Donc, on est parti avec cette idée que pour 6 mois, voire 1 année, on va surtout essayer de regarder comment ça se met en place. Mais si vous voulez que les gens soient vite au courant, c'est les contrôles. C'est-à-dire que nous, dès l'année 2016, nous allons faire des contrôles. Alors, la restauration collective, et en tout cas les gens organisés, ne sont pas véritablement les premiers visés, ça c'est clair. Par contre, l'ensemble de la restauration commerciale ou les magasins, les épiceries, les traiteurs, etc., enfin tout l'ensemble des métiers de bouche, là on va faire des contrôles. Il est clair que il y aura des amendes, il y aura... voilà, donc ça sera... Les gens, malheureusement, des fois, on se dit... quand on sévit un peu, quand on veut véritablement faire de la répression, là, tout de suite, on se met au niveau, si vous voulez. Alors, manque d'information, je ne pense pas qu'ils aient un manque d'information. Il y a aussi les négligences des commerçants. La méconnaissance réelle du sujet, c'est tout. Ils l'ont pas lu, voilà. Oui, effectivement, je pense que quand on va lancer les contrôles, là, ça sera beaucoup plus impactant. Ce qui peut aider aussi, l'informatisation. Le fait d'être informatisé en production, ça aide beaucoup cette information à donner aux consommateurs. Encore faut-il que notre producteur de logiciels veuille bien évoluer aussi. Denis, tu peux en parler, on a le même, on travaille avec la même société, mais on a travaillé en groupe de travail avec notre système informatique de gestion de production alimentaire, qui a évolué, qui a fait en sorte d'être prêt pour le 13 décembre. Donc aujourd'hui, sur nos étiquetages de produits alimentaires, effectivement, on est prêt. C'est fait depuis le mois de décembre chez nous. Donc parce qu'on avait l'information, parce qu'on a travaillé, parce qu'on a sollicité notre fournisseur de logiciels, qu'il fallait mettre ça en place, effectivement, on a été prêt. Mais là encore, c'est parce qu'on a devancé les choses. Maintenant, on parlait de freins tout à l'heure. L'industrie agroalimentaire n'est pas encore prête à nous donner l'information systématiquement. Il faut aller à la pêche des informations, fiches techniques, ça c'est pas quelque chose qui nous est donné automatiquement. Donc il y a quand même un travail de notre part pour aller chercher l'information qui ne nous est pas donnée comme ça. On retrouve encore, comme je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, DE, 300, etc. Enfin voilà. On demande aussi que les industriels nous mettent la dénomination du produit complète.
Donc ça, c'est pas encore fait. Donc on a, même nous, hein, qui travaillons déjà dessus, on a ces freins-là. Avant de passer la main à l'AFDIAG, Denis, sur ton, tu as mis en action hein, cette application. Oui, alors ce que je voudrais dire, bon, je dirais que je rejoins totalement Patrick sur ce qu'il vient de dire. Ce qui n'est pas le plus difficile, c'est de donner l'information au consommateur. Le plus difficile, c'est d'obtenir l'information pour pouvoir la redonner. Nous, sur une mercuriale de 3500 produits alimentaires, et c'est une mercuriale vivante, c'est-à-dire que les produits y changent, les marchés y changent, les produits évoluent. Donc c'est quelque chose qu'il faut travailler en permanence. Notre centrale d'achat a fait un travail de pratiquement 8 mois pour obtenir de la part de l'ensemble des fournisseurs des fiches techniques qui soient réellement mises à jour par rapport à ces problématiques allergènes. Si on n'a pas ça, notre système informatique, il ne sait pas faire derrière. Parce que, à partir du moment où on utilise un ingrédient, alors que ce soit un ingrédient plat cuisiné, hein, donc déjà tout préparé, ou un ingrédient qu'on va incorporer dans des préparations alimentaires que nous élaborons nous-mêmes, si on n'a pas la notion de l'allergène, notre outil informatique ne nous le dira pas. C'est-à-dire, s'il y a de la moutarde, c'est bien. Si on nous dit qu'il n'y en a pas et qu'il y en a, voilà, là on a un vrai problème. Ça, c'est d'abord obtenir l'information, et ça demande en application une très grande rigueur. Et la grande rigueur passe par un outil incontournable, c'est l'outil informatique. Et l'évolution de cet outil informatique pour prendre en compte effectivement la problématique des allergènes. Ce qu'on a réussi à faire avec nous, notre fournisseur, qui effectivement est présent sur 40 établissements à la PHP. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est de se poser les bonnes questions. On a une obligation d'information. On n'a pas une obligation d'interdiction de produits. Voilà. Donc on doit informer le consommateur, et c'est la moindre des choses, je dirais, d'informer le consommateur. Après, comme le disait très justement M. Bertrand, l'arrêté du 17 avril, qui est paru le 19 avril au JORF, permet effectivement pour les hôpitaux de dire, à partir du moment où vous avez une prise en charge dès l'admission du patient, une prise en charge médico-soignante, sur lequel on va effectivement demander au patient quelles sont ses allergies, on va les prendre ensuite en charge dans des régimes spécifiques qui sont déclinés. Et donc, ça, à travers les moyens informatiques, sur les fiches techniques des plats, on va dire, ben voilà, à partir du moment où le patient X dans la chambre 340 nous a déclaré telle allergie, par exemple à la moutarde, au lupin, il n'aura aucun de ces produits dans ce qu'on va lui proposer, puisque ça va venir en interdit hein, sur les choix alimentaires. On a essayé de regarder aussi par rapport à une carte plateau patient contenant les allergènes, tous les allergènes que l'on peut avoir dans les différentes préparations que l'on peut proposer. C'est hyper anxiogène. Pour quelqu'un qui est déjà à l'hôpital, qui n'est pas trop en forme, et qui voit arriver une carte plateau, si on n'a pas pris en compte effectivement, je dirais, le cas diététique, et qui voit qu'il y a allergène moutarde, allergène lupin, allergène mollusque, allergène lait, le petit déjeuner, voilà. Donc il faut faire très attention aussi à ça. Il vaut mieux effectivement avoir une prise en charge du patient qui soit une vraie prise en charge médico-soignante dès son admission, avec transcription dans le dossier de soins. Hein. Ça va aller jusque-là, parce qu'on a une obligation de garder ces informations pendant 3 ans. Ce qui pour nous va quand même générer des coûts supplémentaires, parce que nous, par exemple, il faut qu'on change tous nos serveurs sur le stockage de ces informations dans une unité centralisée à Bessières, puisqu'on a une agence technique informatique. Donc ça, bon voilà, mais on va le faire, on va les garder 3 ans. Donc nous on a essayé de différencier effectivement ce qu'est la partie patient, vraiment dans une prise en charge médico-soignante, et ensuite la partie information à donner aux autres consommateurs, sur lequel on travaille encore, hein, je veux dire, parce que le moyen pour mettre en place un moyen commun sur 40 hôpitaux, je pense que ça, on n'y arrivera pas, mais qu'on leur donne les vraies directives pour savoir comment ils peuvent retranscrire l'information. Et là, c'est assez libre, hein, le décret, il est quand même... il laisse de la latitude hein, sur le moyen d'information. Par contre, quelque part, si un client consommateur le demande, en tout cas un patient, on doit être en mesure de lui donner l'information, qui doit être une information effectivement récurrente.
La difficulté, j'en parlais en aparté avec M. Bertrand, c'est l'inopiné, c'est le changement de menu. C'est, bah tiens, aujourd'hui on n'a pas été livré de telle chose, donc je vais changer l'ingrédient de la recette. Alors ça, c'est le cas de figure sur lequel on est un peu embêté, mais voilà. Et auquel on est confronté quand même dans la réalité assez fréquemment, effectivement. Voilà, mais bon, l'important c'est d'y travailler en amont. Ne pas mettre en place n'importe quoi, c'est-à-dire prendre le temps de la réflexion et de sortir un système qui permet à la fois d'informer le consommateur et en même temps d'avoir une bonne prise en charge du patient sur ses allergies alimentaires, qui peuvent être des allergies alimentaires qui sont totalement différents des 14 familles qui sont déclarées dans un co. Hein. Nous, on a en pédiatrie, voilà, on a des enfants, c'est la fraise, d'autres c'est etc., etc. Voilà, les consommateurs, ça va être le personnel, ça va être les crèches des personnels, les centres de loisirs, les personnels qui travaillent dans les SAMU, qu'on va nourrir en exportant des repas, etc. Donc voilà. Alors Madame Rémy-Lurast, on entend beaucoup parler, de plus en plus, quand on regarde un peu la presse, quand on lit la presse, quand on regarde un peu les infos télévisées, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'établissements qui prônent le sans gluten, genre des boulangeries, il y a même des restaurants, des épiceries spécialisées en sans gluten. Est-ce que c'est une maladie effective? Est-ce que le Texinco a amélioré cette information ou il n'y a pas tellement d'incidence sur l'information consommateur et sur le développement de cette maladie? Effectivement, je représente l'Association française des intolérants au gluten. Les intolérants... 2 secondes. Chers visiteurs, chers exposants, bonsoir. Il est 18h et notre salon ferme ses portes. Nous vous souhaitons une agréable soirée. Merci. Bon, je vais parler très très vite alors. Donc en fait, l'intolérance au gluten, c'est la maladie cœliaque. Donc c'est une réelle maladie. Nous rappelons que le vestiaire ferme ses portes à 18h. Merci de venir retirer vos affaires. Et en fait, les céréales contenant du gluten ont été mises dans les allergènes à déclaration obligatoire pour la problématique maladie cœliaque et non pour l'allergie au départ. Donc ça, c'est assez important. Le gluten, les céréales contenant les aliments sans gluten, on en parle dans le Codex Alimentarius depuis 1976. Et il y a eu un règlement qui a été édité en 2009, appliqué en 2012, le règlement 41/2009, qui gère la mention sans gluten sur les aliments préemballés. Et notre présence en fait sur cette tribune règlement INCO, c'est que le règlement 41/2009 va passer dans le règlement INCO en 2016. Donc effectivement, en fait, l'information que l'on a actuellement, c'est intéressant oui, donc on ne représente pas toute cette mode du sans gluten, où là on essaye d'aller demander aux gens de se faire diagnostiquer correctement. Là après vous aurez de la documentation si vous voulez. Donc on a une information qui est quand même depuis assez longtemps, qui est quand même importante sur le préemballé par rapport aux aliments sans gluten. Et l'inconvénient que l'on peut avoir actuellement sur le non préemballé, c'est cette apparition, comme il n'y a pas de législation, à part le fait de faire mettre les ingrédients utilisés dans les recettes actuellement depuis décembre, et puis avec l'application du décret depuis avril, il n'y a pas de législation en fait sur les menus sans gluten. Donc on arrive à trouver à la fois des menus qui sont faits correctement, comme peuvent l'être les aliments préemballés, parce que les aliments préemballés sont testés avec un certain test de mesure référencé dans le Codex Alimentarius à moins de 20 mg par kilo de gluten résiduel dans les produits. Mais dans le commercial, la restauration commerciale et même la restauration collective, on ne peut pas du tout, effectivement, avant chaque plat que l'on va manger, tester le plat pour savoir s'il est effectivement à moins de 20 mg par kilo. Donc on se retrouve aussi devant des menus, par méconnaissance peut-être des personnes qui réalisent ces menus, qui sont beaucoup trop contaminés pour les cœliaques. Alors on a fait, je ne parle pas trop de l'association, c'est comme une association classique, on a quand même pas mal d'informations, on donne de l'information, on fait des colloques médicaux, on est présent dans beaucoup de colloques, et puis on a fait notamment un travail sur la restauration collective avec justement le Restoco, ex-CCC,
qui donne une guide de bonne pratique en fait sur comment gérer. Et c'est pas la peine de mettre tout sans gluten. Il suffit effectivement de faire enfin non, c'est pas ça que je voulais dire. Dans un menu, on n'a pas l'obligation forcément que tout le restaurant soit sans gluten. Il suffit de faire attention à la non-contamination, mais ça c'est souvent le pack hygiène qui peut gérer la chose, et avoir des matières premières qui sont effectivement sans gluten. Et là, c'est l'information des matières premières qui doivent être données correctement. Et après, il suffit d'enlever un plat de pâtes de riz, et puis un plat de pâtes avec gluten, et de mettre un plat de riz à la place, par exemple, dans un repas en collectivité. Donc c'est un petit peu le but de ce fascicule, c'est de dire qu'on n'a pas besoin d'un plat spécifique à part ou d'un panier repas et de manger à l'infirmerie comme le font certains enfants dans certaines cantines, mais c'est vraiment qu'il y a un petit travail de fait par la restauration, et ce qui est fait actuellement dans certaines restaurations collectives pour accepter les personnes qui sont cœliaques, mais aussi la problématique est identique pour les allergiques. Voilà, et puis on fait un travail actuellement sur la restauration commerciale, mais là c'est notre travail personnel d'association, où on va visiter les restaurateurs et on leur fournit un petit autocollant quand on estime qu'ils correspondent à notre cahier des charges de façon de réaliser un repas sans gluten. Enfin, de fournir en fait des plats sans gluten. Voilà, on est une association qui est quand même assez ancienne puisqu'on a plus de 25 ans et on a à peu près 6000 adhérents et surtout un grand comité médical de 45 spécialistes dû aux symptômes qui peuvent être très très variés dans cette pathologie et qui ne sont pas forcément existants. Merci. Monsieur Duc, sur les dons alimentaires, une note de la Direction générale de l'alimentation d'octobre 2014 est sortie, réglementant un peu les dons alimentaires, ce qu'on attendait, je pense, tous dans la profession. Quel en est le retour aujourd'hui? Est-ce que la restauration collective travaille beaucoup plus avec vous sur ces dons alimentaires parce que ce texte est sorti, parce qu'on a des bases un peu maintenant pour travailler là-dessus plus facilement? Alors, bon, effectivement, il y avait effectivement un besoin de réassurance du monde de la restauration collective vis-à-vis des dons. Donc cette note qui précise en fait quoi donner, comment donner, quelle est la responsabilité du donateur, hein, ce qui est extrêmement important. Donc cette note quand même a permis de réassurer, enfin c'était l'objectif cherché et je pense que elle a trouvé vraiment sa cible. Le don est un transfert de responsabilité, hein, donc ça c'est extrêmement important à rapporter. Et 2, juridiquement, on ne peut pas être responsable de mauvaises pratiques commises après le don. Hein, donc ces deux faits ont permis alors, de débloquer une situation, hein, dans un cadre quand même réglementaire. C'est-à-dire que voilà, on ne peut pas tout donner, hein, et le plus adapté étant les dons de restauration collective de produits préemballés. Hein. Donc là, on a quand même développé quelques conventions avec des cuisines centrales sur des produits non distribués, hein, et qui sont parfaitement consommables et donc dans leur DLC peuvent être distribués de manière habituelle aux bénéficiaires. Hein. Donc c'est une évolution, hein, qui est notable. Et le texte INCO a eu des influences sur ces dons ou pas d'impact aujourd'hui sur l'information? On est concerné par deux volets. Hein. Comme vous le disiez, nous sommes un maillon de la chaîne alimentaire. Nous ne distribuons pas de produits non préemballés, hein, donc on a affaire à une information du consommateur. Alors on a quand même une particularité sur certains dons, notamment des dons d'industriels non étiquetés, hein, ou avec un étiquetage au minima, c'est-à-dire l'estampille sanitaire, la dénomination, le numéro de lot, la DLC ou DDM. Et donc on demande là effectivement une information complémentaire à l'industriel qui nous donne sa fiche technique en fait précise que l'on présente au niveau des points de distribution pour informer le consommateur final. D'accord. Donc vous avez passé l'information, vous êtes... Tout à fait. Et puis alors on est concerné par un deuxième sujet, c'est les alertes alimentaires qui traitent de plus en plus le sujet allergène et il est
pas une semaine qui se passe sans qu'il y ait une alerte qui soit relayée et informée jusqu'au consommateur final. Denis, au niveau de la PHP, est-ce que il y a des actions qui sont menées dans les dons alimentaires? Alors, sur les dons alimentaires, alors oui, on essaye de commencer à mener des actions à travers nos cuisines centrales. C'est pas très simple. Hein. C'est pas très simple parce que jusqu'à maintenant, on s'est adressé à des associations et non pas à un collectif d'associations. Et je pense qu'effectivement, vu la taille de la PHP, on est en train de revoir un peu notre copie pour plutôt s'adresser à un collectif d'associations pour faire du don de surplus alimentaire, bien sûr consommable. Mais maintenant aussi, je dirais que nos efforts de gestion font que nos dons se réduisent. Je vous donne un exemple très simple. Aujourd'hui, sur Cochin, par exemple, qui produit 8500 repas jour à peu près, voilà, on a un surplus alimentaire qui est de l'ordre de 17 à 18 repas qu'on peut donner le soir. Le surplus, il devient du fait de la gestion et de l'efficience économique des systèmes de gestion, il devient très réduit. Alors bien sûr, nous, notre objectif, ce n'est pas de produire pour donner, ça on ne peut pas le faire. Maintenant, ce qu'il faut qu'on arrive à faire maintenant, c'est à regrouper plusieurs cuisines centrales pour arriver à avoir un don qui soit, entre guillemets, acceptable en retour sur investissement pour les associations sur la région parisienne. Parce que le problème de la région parisienne, c'est sa logistique. C'est pas tellement le fait de pouvoir fournir leur repas, c'est pouvoir le fournir au bon moment, le plus rapidement possible, à partir du moment où sa DLC, elle est quand même courte, à partir du moment où on va le donner. Puisque nous, d'abord, sur nos productions qui ne sont pas données aux patients, on va essayer aussi de les vendre dans nos selves, dans nos restaurants du personnel, avant de dire on va les donner à une association. Donc c'est vrai qu'on participe à la politique de l'eau, on rentre dedans, hein, on a une direction, nous, des patients, des usagers et des associations qui y travaillent. Maintenant, on donnera ce qui nous reste à donner en surplus alimentaire consommable, ça c'est clair. Oui, pour avoir moi-même mis en place un don alimentaire, hein, il est vrai que la sécurité alimentaire est importante. C'est quelque chose, déjà, lorsqu'on travaille sur le projet, à regarder avec l'association avec qui on va travailler. Et à ce moment-là, déjà, si ça c'est respecté, les choses sont quand même beaucoup plus simples après. Je voulais juste faire un petit complément d'information parce qu'il y a souvent confusion en fait. Sans gluten, il y a un règlement sans gluten avec une mention sans gluten qui est une mention officielle européenne par un règlement européen. Et vous connaissez certainement le logo épi de blé barré que vous voyez sur certains produits. Ça, c'est un logo privé qui nous appartient en France et qui est mis en plus peut-être d'une mention sans gluten. Mais ça n'enlève rien. Les deux informations sont identiques actuellement, mais elles peuvent être... la nôtre a été longtemps plus précise que la réglementation sans gluten, mais c'est sans gluten qui est le règlement européen, qui représente le règlement européen. Est-ce que vous avez des questions sur les thématiques abordées aujourd'hui, difficiles? Est-ce qu'on a répondu à vos aspirations? Ce que je retiens, c'est qu'il faut suivre effectivement, je pense qu'un rendez-vous annuel, ça permettrait de suivre un petit peu les évolutions. C'est un petit peu comme ce qui s'est... Moi, je fais effectivement le parallèle avec la législation, enfin, même si, effectivement, c'est un complément de réglementation par rapport aux non-emballés et pré-emballés, mais c'est un petit peu comme les biodéchets, c'est-à-dire qu'au début, il y a la mise en place d'un règlement, on observe, on voit, et après on contrôle. Mais bon, ça se fait progressivement. Et pour effectivement, je pense que pour des grosses structures, ça peut bien fonctionner parce qu'il y a effectivement tout un outil informatique qui est derrière.
Mais pour des petits établissements, voilà, la PHP, c'est différent, parce que vous avez... C'est différent. Il y a des problématiques qui peuvent surgir, qui sont aussi différentes de celles de petits établissements, parce que derrière, effectivement, il faut aussi mettre en place des organisations qui soient adaptées à un ensemble assez large d'établissements. Par contre, moi, je voudrais simplement dire une information, c'est que cette réglementation européenne, octobre 2011, l'information qu'on a pu avoir, nous, sur cette réglementation européenne, parce qu'on s'y est intéressé, parce qu'on en a entendu parler, on l'a eu à partir de avril 2013. Voilà. Voilà. Donc ça veut dire que peut-être qu'il y a un travail d'information aussi qui devrait être fait. Bon, on essaye de faire de la veille réglementaire. Moi, je fais de la veille réglementaire JORF. Je n'arrive pas à faire de la veille réglementaire au journal officiel de l'Union européenne. Donc, il y a peut-être des relais à avoir pour nous informer plus rapidement. Et qu'en France, on prenne les choses plus en amont pour s'y préparer. Parce que là, c'est quand même du rapide, malgré tout. Même si on se dit 8 mois, 1 an avant, on y travaille, ça va quand même assez vite. Hein. Ça va vite. Et les échéances arrivent rapidement, quoi. Est-ce qu'il y a des associations européennes équivalentes, enfin, qui pourraient... les hôpitaux de Paris, ça travaille que entre hôpitaux de Paris. Il n'y a pas d'échange avec des informations européennes. Non, pas européenne, mais on a aussi des échanges quand même nationaux. On a quelques échanges avec quelques collègues en Belgique, en Suisse, mais en Suisse, c'est pas vraiment l'Union européenne. Voilà, mais on s'est aperçu quand même, au dire d'ailleurs de tous mes collègues en France, hein, que cette information, on l'a connue assez tard quand même, malgré tout. On l'a connue assez tard, plus on a une information tard, plus ensuite il faut mettre les bouchées doubles pour se dire, voilà, d'abord qu'est-ce qu'il y a derrière et qu'est-ce que ça va impliquer en termes, vous le disiez justement, en termes de réglementation pour nous et de mise en place opérationnelle d'une réglementation. C'est vrai qu'on en a subi de multiples depuis une quinzaine d'années, je dirais, et bon, une de plus, il faut le mettre en place, ça me paraît extrêmement important d'informer effectivement les consommateurs, mais quels moyens on se donne aussi pour le mettre en place. Vous savez, moi au départ, quand j'ai parlé à la Direction Générale de l'Assistance Publique de INCO et application de ce règlement sur les allergènes, on m'a quand même regardé avec des grands yeux. Oui, je voudrais un peu essayer de répondre à votre question. Le texte, il est effectivement d'octobre 2011. Donc, les organisations professionnelles attendaient depuis déjà 3 ou 4 ans le texte. Ils savaient globalement dans les projets ce qu'il y avait. En 2011, on leur donne un délai de mise en place. Pour l'étiquetage obligatoire nutritionnel, c'est 2016, donc ça laisse le temps. Et pour l'étiquetage général, et notamment les allergènes, entre autres, c'était le 13 décembre 2014. Les organisations professionnelles, je dirais, de l'ensemble des métiers de bouche et de la restauration, etc. Alors, je mettrais la restauration collective un peu à part. Ils ont été au courant tout de suite. Hein. Ils sont venus tout de suite. Bon, on a eu un mandat du Conseil national de la consommation. Bon, évidemment, c'est moi qui avais préparé cela pour qu'on puisse toucher tout le monde. On n'a pas, dans nos réunions, on n'a pas eu les organisations de la restauration collective, hôpitaux, privés, etc. On ne les a pas eus. Donc, quand je me suis rendu compte de ça, j'ai pris contact avec vous et nous avons eu une réunion. Et ensuite, votre organisation et d'autres organisations se sont mis en place. Alors, il est clair que les gens qui étaient dans le groupe de travail, évidemment, ils ont pu véritablement exprimer les difficultés. Donc on a véritablement fait un cahier
Et il y a eu un avis du CNC. Alors l'avis du CNC, dites quand? Je ne sais pas si je l'ai là. Ouais, bah, il est tard. Hein. Oui, je ne l'ai pas là, mais je ne me rappelle plus. Il y a un avis du CNC, du Conseil national de la consommation. Vous croyez que c'est avril 2014? Non, c'est un peu plus tard. C'est plus tard que ça. Donc cet avis, bon, il y a eu un rapport et un avis. Donc vous trouverez ça dans la rubrique Conseil national de la consommation de la DGCCRF. Bon, ils ont publié. Ce qu'on avait fait aussi, c'est qu'on recevait les organisations en bilatéral, indépendamment du groupe de travail. Mais je dois dire qu'on a eu trois longues réunions d'une demi-journée dans le groupe de travail et qu'on a vraiment abordé toutes les questions sans aucune... Il n'y avait pas de restriction. Hein. On a véritablement abordé toutes les questions et... je veux dire, c'était quand même très utile, d'une part, pour sortir un avis consensuel, parce que l'avis qui est sorti, comme le rapport, il est sorti à l'unanimité quand même. Bon, donc c'était quand même pas évident. C'était pas évident. L'autre, on a très vite compris que la difficulté, ce serait de rédiger un décret là-dessus, à la suite de l'avis, parce que je devais tenir compte, enfin c'était quand même une obligation morale, pas une obligation juridique. Je devais tenir compte quand même des résultats et de l'avis. C'était un minimum. Donc ça, c'était quand même difficile. Mais ça s'est bien passé. Finalement, l'avis, c'est quelque chose qui a été bien travaillé. On a vraiment bien bossé tous ensemble. Et on a pu rédiger le décret tel qu'il est là aujourd'hui. Mais l'idée, parce que tout à l'heure ça a été évoqué, l'idée c'était quand même de rappeler qu'il y a une obligation, de fixer un certain nombre de principes à cette obligation pour une information préalable du consommateur. Le consommateur, il ne sait pas qu'il a ce nouveau droit. C'est un nouveau droit. Il ne le sait pas qu'il l'a. Donc au moins qu'on lui apprenne qu'il a ce droit quand il rentre dans l'établissement et qu'ensuite soit mis en place dans l'établissement un lieu où il va pouvoir avoir accès à l'information. Évidemment, je mets en dehors, dans ce cas-là, les hôpitaux, tous les établissements de santé, etc., où là, je crois que ça a été expliqué tout à l'heure, il peut y avoir d'autres mises en place, c'est ce que prévoit le décret. Mais on voulait laisser la liberté à chacun de mettre en place ces modalités qui lui vont, compte tenu de sa place, de la surface de l'établissement, compte tenu de son organisation propre. Hein, alors, les restaurateurs commerciaux me disaient oui, vous vous rendez compte, on va mettre ça avec les menus, c'est anxiogène, c'est ci, c'est ça. Bon, moi j'aurais dit vous le mettez comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé de les mettre dans les menus. Alors certains voulaient que moi je fasse une liste de ce qu'ils devaient faire comme ils devaient le faire. Moi j'ai dit non. On a laissé les modalités à la charge de chacun. Donc c'est vrai que c'est pour cette raison aussi que la première année on ne fait pas du répressif en contrôle. C'est cette raison-là. Parce qu'on veut regarder. Et on rendra compte au Conseil national de la consommation parce que ça nous a été demandé, peut-être en fin d'année. Et on fait une enquête pour ça aussi, on fait des contrôles là-dessus pour voir un petit peu comment ça a évolué. Et qu'est-ce que les gens ont mis en place et comment ils l'ont mis en place. Voilà. Alors autant, voilà, aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup d'informations, sauf de la restauration collective de la santé, où on voit sauf l'aérien également, où alors là c'est très compliqué, mais ils ont pris en charge quand même de mettre quelque chose en place. Bon, je vous dis, les organisations où il y a des gens qui doivent rendre compte, en général, c'est plus facile et plus mis en œuvre qu'un petit restaurant du coin. Comment voulez-vous, quand on voit les restaurants chinois dans le 13e, j'y vais fréquemment. C'est vrai qu'avant qu'on arrive à leur faire mettre les allergènes, ça va être très compliqué. Hein.
consommateur, il se soucie déjà peut-être avant tout. Enfin, bon, fort heureusement, j'ai de la chance de ne pas être allergique à un aliment en particulier. Encore peut-être ça se développera peut-être dans les années à venir, on ne sait jamais. Mais c'est vrai qu'on a dans l'idée déjà de se soucier déjà de l'hygiène. Bon, ça c'est un point. Il y a aussi peut-être, ça marche quand il y a une volonté politique. Moi, je sais que j'ai fait un petit papier sur Marseille. Et la plupart des établissements scolaires à Marseille, je crois que voilà, proposent une structure qui permet d'avoir justement proposé un produit, un plateau. Ils travaillent avec l'hôpital de la Timone pour des enfants allergiques. Ils travaillent avec une société qui produit des plateaux, je crois même des plateaux repas sans aucun allergène. Je crois qu'il y en a 53. Bon, il faut dire que le plateau, me disait la personne que j'avais interviewée, c'est plutôt insipide pour quelqu'un qui... Voilà. Mais au moins, ils permettent d'accueillir des enfants et du coup, derrière ça, de soulager les familles dans le cas d'enfants lourdement allergiques. Mais bon, c'est une volonté politique, je pense, parce que là, oui. Non, mais la volonté politique, elle est dans le règlement. Hein. C'est une obligation déjà depuis le 13 décembre. Mais ensuite, c'est quand même une disposition. Autant le préemballage d'une denrée alimentaire, vous discutez avec l'ANIA, l'Association nationale des industries agroalimentaires, et les choses passent quand même assez bien et assez vite. Autant là, vous avez toute une kyrielle, je veux dire, de professionnels très très différents, des gens qui en général sont très très réticents à la réglementation, ou alors méconnaissent complètement la réglementation. Et là, il n'y a pas de 36 solutions. Ça sera le contrôle qui viendra à bout de ces gens-là, c'est-à-dire de leur obligation de le mettre. Ça sera le contrôle, c'est sûr. Mais bon, on a voulu quand même aller progressivement. Mais de toute façon, on va y arriver. Hein, je vous garantis qu'on va y arriver. L'année prochaine, de toute façon, ça sera des contrôles répressifs. Et ça, c'est relativement facile. Hein, donc, voilà. Donc, ça va crier un peu, mais il n'y a pas de solution. Hein. Il n'y en a pas d'autre, à mon avis. C'est un peu comme le handicap. Pardon ? L'accès, le handicap. Si, je trouve, regardez, on met énormément de temps pour rendre les lieux accessibles aux personnes handicapées. Enfin bon, c'est encore une autre problématique, mais je pense que il y a un petit parallèle à faire. Enfin bon. En matière d'équipement, il y a des règles. Hein. Oui, mais il y en a qui préfèrent payer, voilà, se dire, voilà, peut-être qu'un jour je serai amené à être sanctionné, et puis qui vont pas investir pour. C'est toujours, voilà, après ils mettent leurs priorités. Je pense que c'est une problématique individuelle. Une petite entreprise, un restaurateur ou lambda ou un boulanger-pâtissier, bon bah voilà, il va avoir ses priorités. C'est peut-être très terre à terre ce que je dis, mais c'est comme ça. Donc c'est pour ça que ça fonctionne mieux dans des grands établissements où là il y a tout un procédure. Avec ses propres multiples. Oui, j'imagine. Ouais. Bien, je vous remercie. Merci. Le temps de parole sur notre espace est quelque peu dépassé. Je vous remercie de votre écoute, de vos questions, de l'intérêt que vous avez porté à ces thématiques. Merci. Je remercie nos intervenants. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. A man, and my heart is set on you. You better shape up. You better understand. To my heart, I must be true. Oh, you're the one that I want.